Bien que Québec solidaire parle beaucoup d'enjeux progressistes, ils vont-tu vraiment être capables de les implanter quand que tous leurs efforts vont être mis sur une troisième campagne référendaire? Nous sommes avec Alex Tyrrell, le chef du Parti vert du Québec, mais aussi candidat à la chefferie du Parti vert du Canada. On a décidé de faire ça en vidéoconférence avec Skype. Bienvenue à La Langue de Bois. Comment tu as trouvé la performance de François Legault et de la Coalition Avenir Québec durant cette gestion de la crise de la COVID-19? François Legault, c'était quand même un politicien de droite, là, qui était, c'est toujours vanté d'être entrepreneur et tout ça. Fait que de le voir fermer le Québec ou mettre le Québec sur pause pour des raisons de bien commun et de santé publique, je pense que c'est tout à fait admirable. Comment ça va avec la COVID-19 gérer le Parti vert? Si je serais premier ministre, il y aurait peut-être quelque chose de différent que j'aurais fait, notamment d'annuler les paiements de loyer puis de hydro pour la durée de la crise. Puis on a parti une pétition en ce sens sur le site web du Parti vert du Québec. J'étais aussi candidat dans la course à chefferie du Parti vert du Canada. Donc ça, c'est un peu moins évident, là, je dirais. J'étais en train de faire une tournée du Canada pour parler du Green New Deal. À quoi va ressembler le monde après la crise? Je pense que cette crise, là, ça nous donne justement une occasion là, de repenser certaines priorités, utiliser cette crise-là pour justement accélérer la transition énergétique, pour investir dans les grands projets de transport en commun, par exemple, pour mettre les gens au travail, parce qu'on sait qu'il va y avoir une crise économique quand même assez sévère. Ça ne sera pas comme ça a été avant. Fait que c'est le temps justement que le gouvernement mette en place le programme que je suis en train de promouvoir à l'échelle du Canada, c'est-à-dire le nouveau Deal vert. Ce projet-là, ça implique des investissements des centaines de milliards dans les énergies vertes. On dépend des actions gouvernementales très fortes. C'est exactement ce qu'on demande pour l'environnement. Des pandémies, les changements climatiques, ça peut sembler abstrait parfois, mais dans cette situation-ci, les gens ils comprennent que non, c'est important d'investir pour la prévention. C'est quoi ta réaction quand le NPDQ est apparu sur la scène provinciale en tant que chef du Parti vert? Moi, j'étais anciennement impliqué avec le NPD fédéral, avec Jack Layton, depuis de 2006 à 2012 au Québec. Donc, j'ai vécu la vague orange de l'intérieur. Mais moi, j'ai quitté le NPD après l'élection de Thomas Mulcair quand le parti a vraiment pris un virage centriste. Ce qu'on voit avec Jagmeet Singh, c'est un peu la même chose que Thomas Mulcair, pas capable de dire il faut faire bien les sables bitumineux, pas capable de prendre des positions claires sur les oléoducs. Et on a vu la création du NPD Québec. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on a surveillé de très près au Parti vert, parce que c'est sûr que c'est un parti qui se vantait comme un parti de gauche fédéraliste, mais choisi un chef qui s'appelle Raphaël Fortin, c'est quelqu'un que je connais, mais qui n'est pas nécessairement à gauche. Là. C'est plutôt une approche centriste. Il n'y a pas beaucoup de contenu là, derrière le discours. Vraiment déçu de voir qu'il y avait quand même une position très modérée là, sur les politiques identitaires. Donc, on a vu le parti provincial appuyer les recommandations de Bouchard-Taylor au moment que le chef du NPD fédéral, M. Jagmeet Singh, qui portait un turban. Donc, c'est quand même inconsistant. Je pense que le NPD devrait être beaucoup plus fort sur plusieurs enjeux. Est-ce que les souverainistes sont les bienvenus au Parti vert du Québec? Écoute, moi, je suis quelqu'un de fédéraliste. Puis je pense que Québec a tout à gagner à rester au sein de la Fédération canadienne. J'ai fait de nombreux débats là, avec des souverainistes bien connus comme Sosneti, par exemple, ou les gens du Bloc québécois, etc. Puis, après 3-4 débats, là, ils veulent plus me débattre. Là, donc, intéressant. Mais le Parti vert du Québec est aussi un parti fédéraliste. Même chose pour le Parti vert du Canada. S'il y a des gens qui sont souverainistes, mais qui veulent être membres du Parti vert du Québec, mais on ne va pas les chasser à la porte. Là, mais il y a aussi une division un peu naturelle avec Québec solidaire et Gabriel Nadeau-Dubois qui dit mais Québec solidaire, ça va être le pôle de rassemblement pour la gauche souverainiste et non l'ensemble de la gauche. Fait que c'est sûr qu'il y a une tendance naturelle fédéraliste qui viennent vers le Parti vert du Québec et les gens plutôt souverainistes qui vont vers Québec solidaire. Puis ce que j'ajouterais aussi, c'est que nous autres, on a un programme qui est quand même très audacieux. Mais la différence entre nous autres et Québec solidaire, c'est que notre programme est entièrement réalisable dans le cadre constitutionnel actuel. Bien sûr qu'on propose des amendements pour certains détails que je pourrais expliquer, mais bien que Québec solidaire parle beaucoup d'enjeux progressistes, ils vont-tu vraiment être capables de les implanter quand que tous leurs efforts vont être mis sur une troisième campagne référendaire? Est-ce que ça serait peut-être une bonne idée
qu'il y a une convergence entre le NPD et le Parti vert, parce que présentement, le NPD a environ une vingtaine de sièges à la Chambre des communes. Le Parti vert du Canada a environ présentement 3 sièges. Quand j'étais au NPD, j'étais organisateur de campagne pour un candidat à la chefferie en 2012, Nathan Cullen, qui proposait justement d'avoir des nominations jointes pour les candidats du NPD, les Verts et les libéraux. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles dans ça. Notamment, le NPD est quand même rattaché à ses branches provinciaux. Et on a des gouvernements NPD provinciaux qui sont extrêmement pro-pétrole. On pense notamment à Rachel Notley en Alberta. On a même en Colombie-Britannique, on a le gouvernement du NPD qui est en train de laisser construire le gazoduc Coastal GasLink. On a le NPD dans cette province-là en train de pousser l'agenda colonial pour exporter de pétrole le plus rapidement possible en passant sur des territoires autochtones non cédés. Le NPD fédéral ne sera jamais capable de condamner ce genre de geste. Fait que bien que le NPD parle des fois de l'environnement et tout ça, dans les faits, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que le Parti vert à bien des niveaux. Je ne sens pas nécessairement une ouverture de la part du NPD pour ce genre d'entente à ce stade-ci. Fait que c'est pas quelque chose que je suis complètement fermé à l'idée, mais je suis pas en train de me présenter dans la course à chefferie du Parti vert sur ce thème-là. Plus récente crise autochtone au Canada, vous en pensez quoi et ça a été quoi le déroulement? Parce que là, on n'en entend plus parler à cause du coronavirus. Le Parti vert, moi-même, et le Parti vert du Canada avec Elizabeth May et Paul Manley ont émis un communiqué là, justement demandant au gouvernement de la Colombie-Britannique de mettre fin aux travaux de construction de l'oléoduc. Les gens de construction continuaient à fonctionner alors que le Wet'suwet'en était en confinement. Donc, il faut se poser la question, est-ce que la construction de gazoduc est vraiment un service essentiel alors que notre consommation de pétrole pendant cette crise-là est en train de chuter comme qu'on n'a jamais vu? Si tu deviens chef du Parti vert du Canada, est-ce que tu vas rapidement tenter d'intégrer la Chambre des communes avec un siège vacant ou tu vas essayer de prendre un siège proche de où tu habites? Ça va être quoi le plan de match? Ça dépend de par où il y aurait des élections partielles, mais je pense aussi qu'il y a quand même un avantage à ne pas avoir de siège au Parlement à court terme, parce que ça permet aux chefs des Verts de préparer la campagne électorale, d'échanger avec les citoyens et citoyennes. Mais il ne faut pas oublier que le Parti vert n'a pas une très grande présence là, au Parlement fédéral, n'a pas le statut de parti officiel et donc n'a même pas droit à poser une question à toutes les journées. Donc, être député, c'est quand même demandant. Il faut que tu sois là pour voter sur tout plein de projets de loi. Il faut que tu sois là au travail, là, justement, puis ça empêche là, d'aller à la rencontre des Canadiens en dehors du Parlement. Parce que le Parlement, c'est quand même un endroit élitiste, là, si on veut. Là, c'est pas là où on échange avec le public. Plus à long terme, là, si je serais élu chef, un comté qui m'intéresserait, ça serait dans le plateau Mont-Royal. On a vu Stéphane Guilbeault qui s'est présenté là-bas. Le monde avait beaucoup d'espoir qu'il porte des grands changements au niveau de l'environnement, mais ce qu'on voit, il fait partie d'un cabinet du gouvernement qui va quand même de l'avant avec les oléoducs, qui va de l'avant avec Trans Mountain, avec Coastal GasLink. En parlant de Stephen Guilbeault, comment tu as réagi quand il a été nommé ministre du patrimoine canadien et non ministre de l'Environnement? Puis comment tu trouves le travail actuel? Est-ce que tu es satisfait de son travail? Puis... Je pense que pas mal tout le monde dans la communauté écologiste ont été très déçus quand il a été nommé à ce poste-là. On peut avoir marché avec Greta Thunberg dans les rues de Montréal, qu'il aurait justement apporté des grands changements. Mais en mettant Stephen Guilbeault dans le cabinet, oui, mais dans un poste qui a très peu de lien avec l'environnement et qui fait en sorte aussi qu'il n'est pas capable de ouvertement critiquer le gouvernement. Parce que là, M. Guilbeault, ce n'est pas un député d'arrière-ban qui peut sortir contre son propre cabinet. Il fait partie du cabinet. Et quand on fait partie du cabinet, on doit suivre la ligne de parti, la ligne du cabinet à 100%. Si, Alex, tu deviens chef du Parti vert du Canada, est-ce que les gens de droite seront plus mis de côté? Parce que présentement, on a l'impression que le Parti vert, c'est une sorte de coalition de gens de droite et de gauche qui veut plus pour l'environnement au Canada. Alors, la frange, mettons, dite plus de droite du Parti vert du Canada, sous ta gouverne, qu'est-ce qui va arriver avec eux? Est-ce que tu as peur peut-être qu'ils vont peut-être aller au Parti libéral ou ailleurs? Ou... Ben écoute, c'est sûr que moi, je fais campagne là, sur un virement à gauche très important au sein du parti. Je veux qu'on adopte un programme éco-socialiste, qu'on soit à l'avant-plan là, des mouvements, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la justice sociale.
Et le Parti vert, comme vous venez de dire, c'est essentiellement une coalition là, de gens de gauche et de droite qui se préoccupent de l'environnement. Et des fois, il y a même des divergences importantes à comment s'attaquer à la crise écologique. Est-ce qu'on prend une approche éco-socialiste ou éco-capitaliste? C'est des choses qui sont très différentes. Moi, évidemment, je suis du bord éco-socialiste. Et ceci étant dit, je pense que la présence d'anciens conservateurs et tout ça au parti, c'est quand même positif là, parce qu'on veut rallier du monde. Mais il ne faut pas que ces gens-là nous empêchent de faire notre travail, nous empêchent de proposer des politiques audacieuses. Plusieurs trouvent que le Parti vert du Canada présentement tourne un peu autour du culte de la personnalité qu'est Elisabeth May. Puis, si tu deviens chef du PVC, est-ce que le centre de l'attention autour d'Elisabeth va devenir le centre de l'attention autour de Alex? C'est vrai que le Parti du Canada était davantage concentré là, sur la personnalité d'Elizabeth May. Ça a apporté certains gains, mais en même temps, il faut aller au-delà de juste la personnalité d'une seule personne. On devrait donner un plus grand rôle aussi au chef provincial parce que on est un peu mis de côté. Là. C'est surtout centré autour d'Elizabeth, surtout en élection générale. Les partis provinciaux, on n'est même pas consultés sur le programme du Parti du Canada. Beaucoup de l'électorat qui font leurs décisions selon le débat des chefs, selon la personnalité des chefs. Et je pense que c'est important que la personne soit mise de l'avant, mais ça ne devrait pas être la seule personne qui est mise de l'avant. Est-ce que vous pensez changer un peu votre programme considérant la crise de la pandémie? Là, on va avoir une situation où il y a beaucoup de gens qui sont sans emploi. Et quand on a des gens qui sont sans emploi, mais c'est justement le temps d'investir massivement dans les infrastructures publiques, dans les technologies vertes, dans la réduction des gaz à effet de serre. Mais ce qui était difficile, le taux de chômage était très, très bas. Maintenant, il va y avoir un recul des emplois. Fait que c'est l'occasion encore plus parfaite, justement, d'implanter ce programme-là, de passer à 40 heures à 32 heures, mais c'est beaucoup plus facile quand des gens sont sur le chômage. Il y a 6 millions de personnes qui ont demandé l'aide d'urgence. Il va y avoir des mises à pied qui vont durer beaucoup plus longtemps que la crise actuelle. Fait que justement, je pense que c'est l'occasion d'accélérer ce programme-là que je proposais. Es-tu satisfait de manière générale de la performance de Justin Trudeau durant la COVID-19? Je pense qu'il fait généralement un bon travail, mais il ne devrait pas faire des choses comme subventionner des pétrolières. Et on ne devrait pas non plus subventionner des très grandes entreprises et tout ça. À quelque part, là, quand tu investis dans une entreprise, là, il faut que tu acceptes les risques. Puis c'est la même chose que je dis à propos des propriétaires de logements. Un propriétaire de logement achète un logement. Là. Les logements, c'est des propriétés qui durent plus que 100 ans. Le fait qu'un propriétaire exploite ce logement-là pendant 110 ans, et que pendant 6 mois, il y a une pandémie mondiale, puis pas capable de collecter le loyer, mais ça fait partie des risques qu'on assume là, quand on achète un logement. Donc, est-ce que le gouvernement devrait être constamment en train de payer la note pour toutes les pertes d'investissement à travers tout le Canada? Je pense que la réponse, c'est non. Il faut quand même que les entreprises assument la part du risque. C'est ça qui fait en sorte qu'ils sont capables de faire des profits parce qu'ils acceptent des risques, ils gagnent leur pari, mais ils sont capables de faire des profits. Des fois, c'est pas aussi évident. Puis, je pense qu'un propriétaire qui ne collecte pas de loyer pendant 6 mois puis que son hypothèque, de toute façon, est retardée, je pense pas que ça soit la fin du monde pour eux. Puis je pense que c'est justement ce genre de politique-là, d'annuler les loyers qui pourrait vraiment aider les gens à faible revenu. M. Trudeau a annoncé le 2000 piastres par mois, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ce montant-là est imposable. L'année prochaine, la subvention devrait cibler davantage les personnes et non les grandes entreprises. C'est sûr qu'on peut aider parfois les petites et moyennes entreprises, mais ce n'est pas le moment de donner l'argent public aux multinationales, aux grandes entreprises, surtout qu'on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Puis on ne voudrait pas manquer d'argent dans 4 mois parce qu'on a tout donné aux pétrolières puis aux multinationales. Est-ce que vous êtes pour ou contre la décroissance économique? C'est une stratégie importante là, et je pense qu'on devrait commencer à mesurer nos progrès sociétals selon des facteurs autres que la quantité d'argent qu'on est capable de faire. Aimerais-tu commenter la course à la chefferie du Parti conservateur, puis sur la scène provinciale, la course à la chefferie du PLQ et du PQ? La course à la chefferie du Parti conservateur est intéressante, mais il n'y a pas beaucoup de changements. C'est la même vieille recette de Stephen Harper, c'est beaucoup des mêmes personnes qui se présentent. Donc, je pense pas qu'il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Je pense pas que le Parti conservateur
du Canada va devenir un parti progressiste conservateur, où ils vont être davantage progressistes. Au niveau du Québec, je suivais un peu la course du Parti libéral du Québec. Ce qui est ironique là-dedans, c'est que la candidate là, qui est la pressentie, Dominique Anglade, c'est l'ancienne présidente de la CAQ. Fait que ça envoie le message que peu importe le parti, que c'est toujours les mêmes gens, c'est les mêmes cercles, c'est la même élite là, qui tourne autour des cercles de pouvoir. Et je trouve que c'est dommage là, que la politique québécoise se réduit à ça, que ce soit toutes les mêmes personnes et que ça soit presque une chicane familiale là, plutôt que des idéologies différentes qui se présentent. Et quelle est la différence entre Dominique Anglade puis François Legault? Moi, j'en vois peu. Donc, c'est dommage que notre démocratie, encore une fois, va être réduite à des personnalités plutôt que vraiment une différence d'opinion, une différence d'idéologie sur l'avenir du Québec. Avec présentement la crise majeure qu'on vit de la COVID, est-ce que la course à la chefferie devrait être déplacée? Justement, ça devrait être reporté. Puis, je trouve que c'est dommage que jusqu'à présent, le parti semble résister ce changement. On ne se cachera pas qu'il y a des candidats qui sont privilégiés là, par l'élite du parti. L'establishment du parti n'a pas intérêt à retarder la course parce que ça permet justement aux gens qui ne sont pas dans leur cercle à eux d'avoir plus de temps pour ramasser leur financement puis déposer leur candidature. C'est pas vraiment possible de faire ça sur Internet. Comment qu'on est supposé de réellement engager les Canadiens et Canadiennes et les membres du parti sur Internet quand on n'a même pas la base de données du parti à l'appui, ce qui est vraiment différent de beaucoup d'autres courses à la chefferie dans beaucoup d'autres partis. Moi, j'ai quand même un grand suivi sur Facebook, mais c'est pas assez grand pour atteindre l'ensemble des membres du parti ni l'ensemble des Canadiens. Les médias sont pas en train de couvrir la course à chefferie du Parti du Canada en pleine pandémie. Et je pense que la dernière fois qu'on a eu un article, c'était au début du mois de mars. Moi, j'avais lancé une tournée là, du nouveau deal vert à l'échelle du Canada. J'ai fait de l'Ontario, l'Alberta, de la Colombie-Britannique. Mais j'ai pas pu aller dans l'est du pays, alors qu'il y a un très grand mouvement vert au Nouveau-Brunswick. Là. Il y a 3 députés provinciales, il y en a une fédérale maintenant au Nouveau-Brunswick. Pas manière d'aller échanger avec les membres là-bas. Puis, l'Internet, c'est quand même limité là, à ce qu'on peut faire. C'est pas la même chose et ça va être des mois avant qu'on puisse que je puisse continuer cette tournée-là. Sinon, l'année prochaine. Fait que moi, je pense que ça devrait être reporté, mais surtout aussi de baisser les frais d'entrée parce que c'est vraiment pas évident d'aller chercher des dizaines de milliers de dollars là, en pleine crise comme ça. Cet été, si on peut recommencer à sortir à l'extérieur, à se promener, j'imagine que tu vas continuer ta course, puis j'imagine que tu vas te promener. Comment tu vas gérer la situation que sûrement le 2 mètres de distance va se maintenir, mais tu vas peut-être pouvoir continuer à te promener à travers le Canada? Est-ce que tu penses te promener pour continuer dans la course cet été ou c'est quoi tes plans pour l'été? Je vois qu'il y a davantage de cas dans les grands centres au Canada, que ce soit Vancouver, Toronto, Montréal. D'ailleurs, j'ai déjà visité Montréal, Toronto, puis Vancouver pendant cette tournée-là. Fait que les autres villes qui restent à faire, c'est plutôt des villes rurales qui, jusqu'à présent, ont moins de cas de la COVID. Fait que je suis pas médecin, évidemment, mais si on va lever un peu les restrictions, ça va être dans les endroits qui ont déjà passé le pic et ce qui risque d'être Montréal. Fait que ça serait difficile pour moi, comme Montréalais, d'aller faire le tour de communautés rurales, sachant qu'il y a toujours un risque de propager le virus. Puis, la dernière affaire que je veux faire, c'est de mettre la santé des gens en danger. Je pense qu'on va quand même devoir respecter les 2 mètres là, pendant longtemps, mais même avec les 2 mètres, c'est pas évident de rencontrer les membres d'un parti politique là, dans un bar ou un centre communautaire. C'est quand même des endroits qui sont fermés. Donc, il y a toujours un risque. Fait que c'est très difficile. Si tu perds la chefferie du Parti vert du Canada, c'est quoi la suite des choses pour Alex? Est-ce que tu vas continuer à supporter le Parti vert du Canada? Puis quel sera ton rôle dans le Parti vert ou dans d'autres organisations ou tout simplement dans ta vie? Dans le sens que je ne suis pas élu comme chef, mais moi, je vais retourner au Québec, continuer à avancer là, vers l'élection générale de 2022. Il y a toute une équipe à préparer. Le Parti du Québec a pris de l'ampleur dans les dernières années. Là. On a quand même une visibilité encore plus importante grâce à ma candidature au fédéral. Fait que je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Puis ce qui est de l'appui du Parti du Canada, je ne veux pas faire un chèque à blanc parce qu'on ne sait pas qui sera le prochain chef, quelle sorte de politique qu'ils vont prendre. C'est sûr que moi, je vais toujours défendre un point de vue progressiste à l'intérieur du parti.
L'été passé, j'ai été beaucoup médiatisé pour ma dénonciation de l'appui du Parti vert envers les sables bitumineux de l'Alberta. C'est le genre de choses que je à faire. Puis c'est ça, parce que je pense qu'on doit quand même avoir des voix de gauche à l'intérieur du parti. Même si le prochain chef est centriste, il faut quand même qu'il y ait un aile gauche qui est là pour garder ces gens-là redevables aux enjeux progressistes. Puis dans le scénario où je ne serais pas élu chef, mais j'aimerais continuer à faire mon travail de chef du Parti vert du Québec et aussi de jouer ce rôle-là dans le mouvement au niveau du Canada. Pourquoi les gens devraient voter pour Alex Tyrrell à la chefferie du Parti vert du Canada? Je pense que les gens devraient voter pour moi comme prochain chef du Parti vert du Canada parce que je suis quelqu'un qui est jeune, j'ai 32 ans, ça fait 6 ans et demi que je suis chef du Parti vert du Québec. Les gens, ils savent par où je me positionne parce que depuis 6 ans et demi que je suis dans ce poste de chef, j'ai pris des positions sur l'ensemble des enjeux de la politique québécoise. alextyrrell.ca, les gens peuvent regarder, faire des recherches par mots-clés, par catégorie. Et je pense que quand les gens ils commencent à me connaître, à savoir où je me positionne sur des enjeux, ils vont savoir que j'ai été très consistant dans mes valeurs progressistes tout au long de ma carrière politique. Puis je pense que c'est très important en politique. Puis je pense aussi que c'est important d'avoir un chef qui est parfaitement bilingue, qui est capable à la fois d'échanger avec les gens au Québec, les francophones canadiens et aussi le Canada anglais. Donc, je pense que si je serais élu chef, ce serait tout un renouveau pour le parti. On serait capable de vraiment unir la gauche canadienne autour des valeurs vertes, autour du Parti vert du Canada, de surpasser l'NPD, peut-être dans la première élection, puis éventuellement les libéraux. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour le mouvement vert si on choisit un jeune chef dynamique qui est capable de vraiment recentrer le parti à gauche et vraiment aller de l'avant. Les autres candidats et candidates à la chefferie du Parti vert du Canada, on va pas se le cacher, sont quand même peu connus au Québec puis dans la partie francophone du Canada. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu d'eux puis est-ce que tu aurais des critiques à faire envers ces gens-là? C'est sûr que j'ai un paquet de critiques envers ces gens-là, mais en ce moment, on a 5 autres candidats. La plupart d'entre eux sont des avocats qui ont quand même une certaine fortune, chacun d'entre eux. Un autre candidat, Amita Kuttner, qui est en Colombie-Britannique, elle a 28 ans, donc elle est plus jeune que moi. Candidature intéressante. Puis au Québec, on a Dimitri Liscaris, quelqu'un que je travaille avec depuis longtemps. Il est avocat, il est très progressiste, il est vraiment un activiste. Fait que ça, c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup d'idéologie. C'est celui que certaines personnes disent c'est le meneur de la course. Il s'appelle Dave Murner. C'est un avocat qui était candidat dans le comté à côté de Elizabeth May en Colombie-Britannique, puis qui a passé au-dessus de 35 ans dans le Parti libéral du Canada. Ce candidat-là défend vraiment une vision, ce qu'il appelle la grosse tente, grande tente verte, amener toutes les idéologies ensemble au sein du parti. Mais la réalité, c'est que si tu veux vraiment que le parti avance, il va falloir qu'il y ait une certaine consistance idéologique parmi les candidats qui se présentent. Tu ne peux pas avoir, par exemple, des féministes d'un bord et des gens qui sont contre l'avortement de l'autre bord. Pareil comme tu ne peux pas avoir des capitalistes et des gens qui veulent tout changer le système financier. À quelque part, il faut qu'un chef prenne des choix, il faut que le parti prenne des choix, qu'on se situe clairement là, sur l'axe idéologique. Et on ne peut pas juste prétendre qu'on est au-delà du spectre gauche-droite de la politique. Je veux dire, le spectre gauche-droite, c'est un outil de comparaison qui a été développé par des scientifiques politiques. Là, puis, on ne peut pas juste se soustraire de ça et dire que ça ne s'applique pas à nous. La réalité, c'est que si tu as un peu de politique de gauche et un peu de droite, tu es au centre. Et je pense qu'il n'y a aucun avenir pour le Parti vert du Canada au centre. Il faut vraiment adopter un programme audacieux qui adresse l'ensemble des enjeux de la politique, qui milite pour la justice sociale et qu'on devrait retourner à nos racines comme un parti activiste plutôt que de tenter d'avoir un discours nuancé qui plaît un peu à tout le monde.